Il a été une personnalité importante du Congo post-colonial et même après l'indépendance, une personne qui a été Premier ministre de ce pays avant d'aller en exil à l'extérieur. Mesdames et messieurs, nous parlerons de Moïse Tchombe, son parcours, quelle a été cette personne pour la République démocratique du Congo, qu'est-ce qu'elle a apporté pour le Congo et pourquoi elle a été si importante, si influente en République démocratique du Congo. Nous essayerons de parler également de l'actualité de l'heure. Parlant de l'histoire, nous allons déboucher sur l'actualité de l'heure pour essayer d'interpréter du point de vue historique les événements qui nous arrivent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro d'Entre les lignes. Je reçois sur ce plateau Monsieur Maître Georges Tchombe. Vous êtes neveu de Monsieur Moïse Tchombe. Donc merci de l'honneur que vous me faites de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Maître Georges Tchombe, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous allons parler de votre oncle, une personne qui a été influente, qui a marqué l'époque. Parlez-nous d'abord de sa genèse, sa naissance jusqu'à l'arrivée dans l'arène politique. Merci, Monsieur Dan, de la question. Il est tout à fait vrai que ça a été un monsieur très important et d'un parcours assez élogieux et étrange même pour certains. Moïse Tchombe est né d'une famille riche. Son père fut l'un des premiers riches congolais à l'époque, au sud de Katanga. Il s'appelait Joseph Kapende Tchombe. Ok. Donc Moïse Tchombe est fils aîné. De M. Joseph Kapende Tchombe, qui fut l'un des premiers commerçants ici en République démocratique du Congo. Et là on est vers nous sommes dans les années 1910. Par là, Moïse Tchombe lui-même est né le 10 novembre 1919. Et il est fils aîné, comme j'ai dit tout à l'heure. Il est le fils aîné d'une famille de 11 enfants. Le cadet, qui est l'actuel grand chef Moitiave, l'empereur des Lunda. Moitiave Mouchid II. C'est son frère cadet. Mon père est le 6e de la famille. Ok. Sur 11, il est le 6e de la famille. Ok. Alors, Moïse Tchombe... Alors, où est-ce qu'il a fait ses études? Moïse Tchombe a fait ses études à Kamina. L'école primaire, il a commencé à Kapanga. Lui-même est né à Kapanga. Et il a commencé ses études à Kapanga. Après, son père, à l'époque, vous savez, dans les années 20-30, les études au niveau du Katanga, les grandes écoles se retrouvaient à Kamina, à Sandoa, là où vous avez des grandes écoles, et à Kolwezi. Et lui, son père l'a envoyé à Kamina. À Kamina, c'est là où il va terminer ses études secondaires. Il a fait on appelait ça à l'époque à l'école normale. Donc c'était comme on dit ici, on dit deuxième secondaire. Donc c'était ça les études à cette époît-là. Là, on est autour des années 1900. Là, nous sommes autour des années des années 30, 32. 30-32. Et vers les années 35, disons précisément pendant la période de la guerre mondiale, dans les années 40-45, son père, qui était déjà commerçant, va connaître un essor formidable dans l'exercice de son commerce. Et là, les Belges, les colons sont là, mais c'est un monsieur qui était un homme d'affaires tellement son commerce, c'était dans intelligent. Son commerce, c'était dans quoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Il a commencé, pour vous dire, le nom de Tchombe, en fait, il vient du Kasaï.
Ah, c'est pas le son Round. vrai nom. Non, c'est pas... chez les Round, il n'y a pas de nom avec des voyelles. Ok. Les noms se terminent par des consonnes. Ok. Et vous voyez que donc Tchombe, il faisait une navette Katanga Kassai. Son père faisait des navettes, il vendait du manioc. Du manioc qu'il allait vendre au Kassai. Et quand il arrivait au Kassai, et là, à l'époque, il avait des chariots. C'était plusieurs chariots qu'il alignait et qui quittaient le Katanga, c'est-à-dire le territoire de Kapanga. Il n'y avait pas de voie ferrée à l'époque. Il y avait des voies ferrées, mais de ce côté-là, jusqu'à ce jour d'ailleurs, la voie ferrée se limite à Dilolo. Alors, si vous voulez aller au Kassai pour la voie ferrée, vous devez prendre le train à partir de Lubumbashi, Elisabethville, à l'époque. Et celui-là va déboucher jusqu'à Luluabourg, Kananga. Et Kananga, il se terminait à Mweneditu. Ok. Alors, vous parlez du nom de Tchombe. Voilà. Et il exerçait son commerce de manioc. Et il allait vendre son manioc en échange avec le maïs au Kassai. Pour vous dire que le Kassai, à l'époque, c'était un grand grenier de maïs. De maïs. Okay. Le Kassai cultivait du maïs à l'époque. Oui, c'était le grand fournisseur au Congo du maïs. Alors, c'est au Kassai qu'on lui a. Et en allant vendre les cossettes au Kassai, quand il arrivait, il disait Chomba Moulwa, Chomba Moulwa, Chomba Moulwa, Chomba, 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 Chomba Chakabiola, Chomba Chakabiola. Et finalement, les gens disaient Chomba, Chomba. Alors c'était comme ça. Et les Belges, quand ils arrivent, ils disent mais ce type, on l'appelle Chomba. Et ils disent Chombe. On lui dit Chombe, comme disait Chomba, Chomba, ils disent Chombe. Donc il appelle en français. Donc le nom Chomba, Chomba, c'est quoi le manioc? C'est le manioc, c'est ça? C'est le manioc. Chomba, c'est le manioc en Chiluba. Et en Round? Non, en Round, non. En Chiluba, c'est le manioc. Ok. Alors eux lui donnent le nom parce que lui, il amenait des cargaisons de manioc. Et ils disent, ah, mais l'homme au manioc arrive, et Chomba Mouloa. Donc Chomba arrive, donc le manioc est arrivé. Et les Belges, quand ils arrivent, au lieu de dire Chomba, comme ils entendaient, souvent les Kassais l'appelaient Chomba, eh bien, ils disent, non, écoutez, nous on l'appelle Chombe. C'est monsieur Chombe. Ok. Après ça, qu'est-ce que. Après les Belges, quand les Belges ont constaté qu'en fait son commerce était florissant, et il y a eu des prêts. On a donné des camions. Jusqu'en 1940, il avait déjà 14 camions. C'est un homme très riche. Un homme très riche. Il avait déjà 14 camions. Et Moïse Tchombe était son fils aîné. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Arrivé en 1945, Moïse Tchombe, en 1945, il a, je crois, 19 ans. Il le prend comme associé. Il prend Moïse Tchombe, qui est l'aîné. Après Moïse Tchombe, il y avait un autre il s'appelait Jacques Tchombe, c'était un docteur. Après Jacques Tchombe, il y a David Tchombe. Alors, il prend Moïse Tchombe et David Tchombe. Les deux, il les prend comme associés. Donc, là maintenant, commence l'ère Tchombe fils. Ok. Ils prennent la succession des affaires de leur papa. De leur papa. Il les prend lui-même comme ses associés. Les associés. Dans son commerce. Son commerce. Ils deviennent aussi commerçants comme leur papa. Comme leur papa. Et Moïse Tchombe... C'est de là que tout est parti. C'est de là que tout est parti. Tout est parti de là. Moïse Tchombe, en tant qu'aîné, c'est lui qui gérait les affaires de son père. Jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, bien entendu. Il est mort en 1950. Et Moïse Tchombe, qui était aux études, en 1950, quand son père décède, eh bien, il prend les commandes. Les rênes Tchombe il a fait ses études, il a fait quelles études? Il a fait des études... Il a fait des études littéraires. Pédagogiques, pardon. Il n'a pas fait l'université? Il n'a pas fait l'université. Il n'a pas fait l'université. À cette époque-là, je crois, dans les années 45, de ce côté-là, il n'y avait pas d'université. Mais lui, il a quand même la possibilité de sortir. Mais vu les responsabilités qu'il avait déjà en ce temps-là, il avait déjà le magot avec lui. À quoi lui servait l'université? Vous comprenez? D'où a commencé la carrière politique? Maintenant, homme d'affaires prospère,
il est maintenant dans les affaires. Maintenant, il quitte chez nous Kapanga Sandoa et il vient de temps en temps parce que son père avait construit une maison à Kamalondo, à Lubumbashi. Maintenant, il quitte Sandoa et il vient vers Lubumbashi de temps en temps. Là, il avait un autre magasin à Kamalondo. Alors, quand il vient à Kamalondo, très souvent, les Belges le respectaient. Il dit, c'est le fils de Tshombe. Donc lui, on le respectait quand il venait, c'est un homme qui était respecté. Et il venait, c'était pour transiter, il allait en Europe, revenir, acheter ses véhicules et revenir. Donc c'était un homme aussi très très prospère. Vers les années 40, aller faire la Belgique. Parce que son père, Joseph Kapin Tshombe, a été en Europe avec 2 de ses amis, pour lesquels il a payé les billets. En 1947, avec l'Air Sabena. Déjà. Alors là, Moïse Tshombe, quand il vient à Lubumbashi, il croise un groupe. Bon, il y avait un groupe de Belges. C'était des Belges qui disaient, mais toi tu es un monsieur, tu ne peux pas aller te morfondre dans la cité là-bas avec les autres Congolais et tout. Tu dois rester avec nous. Où ça? À Lubumbashi, à Elisabethville. Et entre-temps, ils lui disent, non, mais voilà, mais on va te présenter aussi tes compatriotes ici. Il y a notamment Munongo, ça c'est Munongo. Ça c'est monsieur qui c'est Kibwe. Et Kimba et les autres, on les présente. Eux, ils étaient déjà à l'époque à Elisabethville. Munongo était déjà à Elisabethville. Kimba, plutôt Kibwe. Et c'était des jeunes gens de la ville, en fait, qui vivaient déjà en ville. Des citadins qui connaissaient bien le milieu, les Belges. Les Belges et côtoyaient aussi les évolués, comme on les appelait. Les évolués, très bien. Et Moïse Tshombe, lui, il venait de leur campagne vers la ville, mais bien friqué. C'est-à-dire bien friqué. Et il débarquait en ville et quand on l'a présenté, alors à l'époque, Munongo était le président de ce qu'on a appelé, il y avait, c'est ce qu'ils ont appelé à l'époque au Katanga, comment on a appelé ça, voyons, le nom m'échappe. Ça reviendra. Ça va revenir. Et Munongo en était le président. Ok. Mais c'est de là que... Et c'est ainsi que les Belges... Lui est devenu politique, il a adhéré à son parti. Oui, non, ce n'était pas un parti, c'était un mouvement de... comment on appelle? De la classe moyenne, voilà. Munongo était le président de la classe moyenne. Okay. Et... Alors, la question c'est, comment Tshombe a-t-il commencé C'est là où j'arrive. Sa carrière politique. C'est là où j'arrive. Et Munongo est président de la classe moyenne. Quand les Belges présentent Tshombe à Munongo et aux autres, il y a une rencontre. Après, les Belges voient Munongo et disent, mais est-ce que tu ne trouves pas que ce monsieur, lui, je crois qu'il a déjà le magot, et puis c'est un homme assez important, du point de vue social, financier, je crois qu'il pourrait prendre la relève du mouvement, c'est-à-dire de la classe moyenne katangaise. On propose à Munongo. Munongo aussi qui regarde, il dit, bon oui, je crois que le monsieur est... Parce que la vie, c'est un rapport de force. Hein. La vie, c'est un rapport de force. Il a dit, oui, bon, on le laisse. Alors, comme ça, qu'il prend la tête de la classe moyenne du Katanga. C'est ainsi que Tshombe va passer comme président de la classe moyenne du Katanga. Et cela va l'obliger maintenant de quitter la brousse, la campagne, pour venir maintenant s'installer à Elisabethville. Définitivement. Et là, quand il s'installe à Elisabethville, comme le monsieur est bien friqué, eh bien, il commence un mouvement. Et ce mouvement, c'est celui-là. Et ce mouvement, c'est celui qui va devenir après la CONACAT. Et quand on va former la CONACAT, c'est lui qui est président, et lui qui dirige. Et il est président. On est vers quelles années déjà? Là, nous sommes dans les années 58-59. 58-59. Juste après l'indépendance. Il n'a pas pris part non, là nous ne sommes pas encore... Avant l'indépendance. C'est avant l'indépendance. Une année ou deux ans. Il n'a pas pris part à la table ronde? Si. Il était aussi parti en Belgique. Il est parti en Belgique. Préparer l'indépendance. L'indépendance avec les autres. Et
même, voyons, 5 jours avant qu'on proclame l'État indépendant du Katanga, il était ici, à l'hôtel Memling, avec, À Kinshasa. ici à Kinshasa, avec Lumumba. Il n'était pas au Katanga quand on a proclamé Si, là, quand on a proclamé l'indépendance du Katanga. du Katanga, avant qu'on proclame l'indépendance du Katanga le 11 juillet, lui était ici le 5 juillet. Avec Lumumba, ils avaient une rencontre, lui, Lumumba et Munongo, les Kimba, les Kibwe, ici à l'hôtel Memling. Alors, comment ça s'est passé? Comment il a accueilli l'indépendance du Congo le 30 juin? Comment lui a-t-il vécu cela? Voilà. En fait, le 30 juin, pour lui, ça a été aussi un moment de frustration. Un grand moment de frustration. Pourquoi? Parce que on s'est dit que mais c'est le Katanga quand même qui donne quand même 80%, n'est-ce pas, du budget du Congo, mais qui n'est même pas un fils du Katanga dans une des institutions nationales. Donc vous donnez vos moyens, mais ce sont les autres qui les contrôlent vos moyens. C'était terrible. Vous voyez? Et ils n'ont pas accepté cela. Ils n'ont pas accepté ça, que ce soit Moïse Tshombe. Mais ils étaient à la table ronde. Pourquoi ils n'ont pas négocié? Mais juste, je vous dis qu'ils étaient ici le 5 juillet pour négocier justement, pour qu'il y ait au niveau des institutions, qu'il y ait cette répartition, qu'on en tienne compte. Géographique. Non seulement géographique, mais si vous voulez, ce rapport de force interprovincial, qui donne plus, qui donne moins. Donc c'était parce qu'il était frustré. Ils étaient frustrés. Il était seul ou Non, ils étaient frustrés. Beaucoup de Katangais dans l'ensemble étaient frustrés. Parce qu'ils ne se retrouvaient pas. Qui était là? Président Kasavubu, Congo central. Premier ministre Lumumba du Kasaï. Les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement, voyons, il n'y avait pas de Katangais dans les institutions, même au Parlement. Il y avait Iléo. Et ça a énervé le Et Katangais. ça a énervé. Et ils ont proclamé l'État indépendant du Congo. Et le 11 juillet, ils ont dit, bon, alors dans 60. ce cas, parce qu'ils sentaient déjà que, en fait, ils disaient, non, c'est une affaire, l'indépendance, c'est une affaire de Lumumba et de Kasavubu. Donc nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés, d'autant plus que nous ne sommes pas dans les institutions. Certains disent que dites-vous à ceux qui disent que la Belgique a été derrière Kasavubu pour prendre la richesse pour avoir la même mise sur la richesse plutôt a été derrière Tshombe pour avoir la même mise sur la richesse du Katanga. Parce que le Katanga était les vivriers, le poumon économique. Tout à fait. Et la Belgique ne voulait pas laisser la main aux Congolais gérer. Non, ça c'est comment vais-je dire? Ça c'était une, si vous voulez, en fait c'était un alibi que la Belgique avait trouvé pour pouvoir récupérer maintenant Moïse Tshombe et aller dans le sens de la sécession. Parce que vous-même, vous êtes frustré, vous avez vu, c'est ce qu'on vous a fait. Donc, dans ce cas-là, il suffit de vous dire, monsieur, retirez-vous, vous vous retirez. Donc, la Belgique, c'est dans ce sens-là que la Belgique a... Et après, on a arrêté Lumumba qui avait des problèmes. Et puis après, le Katanga devient indépendant. Le Katanga a vécu de 1960 jusqu'en 1963. Avant ça, vous parlez de Lumumba, vous dites Lumumba qui s'est fait... Oui, Lumumba a été assassiné au Katanga. Au Katanga, effectivement. Avec la bénédiction de Tshombe, semblerait. Oui, Tshombe était le président de la République, mais dire qu'avec sa bénédiction, ça, je ne pense pas. L'autorisation? Non, pas du tout, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des tractations dans ce sens-là, entre Johnson Sendwe et Lumumba. Le gouvernement central, à l'époque avec Mobutu, parce qu'il faut dire que Mobutu était une plaque tournante à cette époque-là, surtout quand c'est lui qui avait l'armée. Quand il s'est agi du transfèrement de Lumumba.
Mobutu, c'était lui la plaque tournante. Et Mobutu avait un petit privilège vis-à-vis de Tshombe, parce que Mobutu, Tshombe le prenait pour son petit. Mobutu avait le même âge que mon père. Ok. Et quand il venait au Katanga, c'est mon père qui Tshombe disait, écoute, occupe-toi de ton ami, hein, et puis je le verrai le soir, mais toi là, à l'instant, là, occupe-toi de lui. Alors c'est mon père qui prenait Mobutu et ils allaient à Kamalondo, ils allaient, et tout, voilà. C'était un peu ça. Ça, c'est dans les années 60. Tshombe et Lumumba étaient des pires ennemis. En fait, le courant ne passait pas. Bon, politiquement. Et aussi parce que les gens le voulaient comme ça. Mais sinon, Tshombe, c'était un monsieur très conciliant. Et d'ailleurs, toute sa vie, ça a été une vie très conciliante. Mais les gens voulaient les voir comme ça. Bon, sinon, Tshombe, il n'avait pas de problème personnellement avec Lumumba. C'est pour ça quand le gouvernement central, Kasavubu et Mobutu demandent à Tshombe s'il peut recevoir, comme eux disaient à l'époque, ils appelaient ça le colis. S'il pouvait recevoir Lumumba au Katanga, Tshombe a dit non. Moi, je préfère que vous m'envoyiez mon frère avec qui je prie dans la même église, M. Jason Sendwe. C'est avec celui-là que je voudrais me réconcilier. Lumumba, je n'ai pas de problème avec lui. Terminez vos problèmes avec Lumumba à Kinshasa. Moi, j'ai besoin de Jason Sendwe. Et après, Lumumba a été finalement extradé. Et finalement, dans la distraction, Moïse Tshombe se retrouvait ce jour-là, à ce moment-là, quand Lumumba arrive et ses deux compagnons, Polo et Okito, quand ils arrivent, Tshombe est au cinéma. Il était au cinéma. Et celui qui est déjà au courant, c'est le ministre de l'Intérieur et celui qui accueille Lumumba à Lubumbashi. Alors, comme Lumumba, quand il est arrivé, il ne devait pas venir dans la partie de l'aviation militaire. On l'a plus reçu du côté de la partie de l'aviation civile. Parce que là, il y avait des casques bleus qui étaient d'obédience Kwame Nkrumah et tout. Et on a évité tout ça. On ne sait pas vraiment les circonstances dans lesquelles il est décédé. Ils sont arrivés à Lubumbashi le même jour qu'ils sont arrivés. Et c'est le même jour qu'ils sont décédés. Le même jour? Le même jour au soir, ils sont décédés. Ils ont été fusillés. Comme on le voit dans le film de Lumumba. Ils ont été fusillés et ensuite, comme vous le savez, découpés et mis dans l'acide. Qui était derrière ces gens? Il y avait les Belges. Ça sont les Belges. C'est eux qui ont... Oui, les Belges aussi l'en voulaient. Par rapport aussi au discours qu'il avait tenu le 30 juin. Le 30 juin. Eh bien, pour eux, c'était une occasion aussi. Donc il s'est fait beaucoup d'ennemis, Lumumba, finalement. Beaucoup d'ennemis, oui, mais aussi, il faut dire que l'élite politique de l'époque était naïve aussi. Kasavubu, Tshombe, Mobutu, tout le monde était un peu naïf à l'époque parce que Lumumba n'était pas comme le pensent, ou bien comme le pensaient les Occidentaux. Lumumba, c'était un monsieur qui revendiquait des droits tout à fait légitimes. Tout à fait légitime. Jusqu'à ce qu'on commençait à l'appeler socialiste, plutôt communiste. On lui a prêté tous ces préceptes, tout simplement parce qu'on cherchait à le noyer. Mais sinon, ce n'était pas ça. Lumumba, c'était un... Ce qu'on doit retenir, c'est que ceux qui ont tué Lumumba, ce sont les Belges. C'est ça. Tout à fait. La commission qui a été mise en place, je crois, il y a maintenant 12 ans, 13 ans en Belgique, elle a reconnu, et ils ont reconnu que oui, ce sont les Belges qui sont à la base, ou bien qui sont les auteurs de la mort de Lumumba. La mort de Lumumba. Parce que, pour vous dire en amont, Kasavubu, s'il était sobre à l'époque, il n'allait pas accepter ce que lui disait le ministre des Affaires africaines belge, en lui disant, écoutez, M. Lumumba doit être arrêté. Lui était président de la République. Il pouvait dire, non, mais écoutez, c'est dans l'exercice de ses fonctions que... Parce qu'il y a eu des massacres au Kasaï, vous le savez. Okay. C'est ça le nœud du problème. Mais après la mort de Lumumba, il y a eu un nouveau gouvernement.
Après la mort de Lumumba, il y a eu un gouvernement avec Iléo, je crois. Iléo. Après, il y a eu Adoula. Après, Iléo de 60-61. Et après, Iléo, Kassavubu l'a démis de ses fonctions. On a nommé Adoula. Adoula Cyril avec une mission, celle d'amener le Congo aux élections. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Et les Belges, pendant qu'Adoula était Premier ministre, il y avait la guerre un peu partout. À l'est du pays. À l'est du pays, il y avait la guerre déjà des années 60. Oui, avec 70. les Moulélés qui étaient à l'est, qui sévissaient là-bas au niveau du sud Kivu là-bas. Et les autres qui étaient au niveau du Maniema, vers qui, en fait, comme le tronçon entre Kisangani, hein, voyons comment on appelle ça. Bon, le nom va venir. Il y avait la guerre partout là-bas. Il y avait des rébellions de Moulélé. Qui revendiquaient. Oui, il y avait les Simba qui étaient là-bas aussi, qui eux aussi revendiquaient de notre partie du pays. Et finalement, Tshombe est devenu Premier ministre. Finalement, Avant que... toujours les Belges. Et je crois que la CIA aussi a dû faire son travail. Dans l'assassinat de... Ils ont dit à Mobutu, à Kassavubu, écoutez, je crois qu'il faudrait que Tshombe revienne, parce que lui, il a une armée, les gendarmes katangais, qui était... Il avait une armée à lui. Il avait une armée qui était... Quand il est parti, après la session katangaise, l'armée katangaise s'est réfugiée en Angola. Et ils ont même lutté aux côtés du MPLA contre l'UNITA. Très bien. Alors, après, il est devenu Premier ministre. C'était déjà en quelle année? Et là, il devient Premier ministre en 1964. Juste avant le coup d'État. Le coup d'État intervient au mois de novembre 1965. Lui, il est relevé de ses fonctions en 65, au mois de mai, je crois. Mais oui. Alors, quand il revient comme Premier ministre, avec une mission, enfin 2 missions qui lui sont assignées, pacifier le pays et organiser les élections. Des élections générales. Des élections générales, mais c'était des élections à suffrage indirect. C'est ainsi qu'il va organiser les élections. D'abord, il va pacifier le pays, il va faire revenir les ex-gendarmes katangais qui étaient en Angola. Ils vont tous venir et ils vont pacifier le pays. Les guerres, on va terminer les guerres au niveau de l'Est. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, même quand vous êtes à Kisangani, il y a beaucoup de gens qui se nomment Tshombe là-bas. Beaucoup ont pris le nom de Tshombe, oui. Beaucoup d'enfants sont nés à l'époque où il est allé. Il a déversé des avions pour des vivres frais, des vêtements, beaucoup de choses là-bas pour... C'est un leader très très important. Oui. Et après, Mobutu maintenant, est venu... quand il organise des élections indirectes, sur les 6 provinces qui existaient à l'époque, il gagne à l'Équateur. Donc, il a déjà la majorité à l'Équateur. Il a la majorité au Kasaï. Tshombe. Oui. Étienne Tshisekedi, je vous le dis, il est aussi de la CONACO avec Tshombe. Là, il est élu, il est de la CONACO de Moïse Tshombe. Il gagne les élections au Bandundu. Il est déjà majoritaire au Bandundu. Il est majoritaire au Katanga. Et là, il gagne les élections. Et Mobutu et Kassavubu ont dit non, mais attends, le monsieur va passer. En tout cas, le gars est tellement populaire que il faut trouver un moyen. Et après? Alors Kassavubu, d'un beau matin, il se lève. Il dit, voilà, il prend son micro et il dit, Moïse Tshombe est révoqué de ses fonctions, sans en donner les motifs. Et Moïse Tshombe, alors Moïse Tshombe a compris que c'était un moyen ils l'ont utilisé juste pour pacifier le pays.
organiser les élections. Quand ils ont compris que c'est lui qui allait passer, directement, là, ils ont carrément, on l'a carrément révoqué. C'est là que les problèmes commencent. Et c'est là que le problème commence. Il est révoqué au mois de mai 1965. Il part en exil. Il part en exil. D'abord, on négocie, d'abord avant de partir, parce qu'il est arrêté. On le met ici, là où il y a l'église, la louange. Vous voyez, à Kasavubu. Enseignement. Ok, sur enseignement. Là où il y avait, qui c'est, Coutinho à l'époque. Là où il y avait le pasteur Coutinho. C'est là où il a passé sa première nuit après qu'il soit défenestré. Il passe sa première nuit là-bas. Il est arrêté. Il est arrêté par Nendaka. Et il passe sa première nuit là-bas. Qui c'est Fulou, le président de l'époque, le président congolais d'en face. Oui, Fulbert, oui. Yulu Fulbert. C'est lui qui va demander à Kasavubu, parce qu'ils avaient tous été dans la même école, dans les mêmes séminaires, quelque chose comme ça, l'école des prêtres. Et c'est lui qui va demander à Kasavubu, mais attends, il n'y a pas longtemps, vous avez dit que le Lumumba était mauvais. Bon, maintenant, Tshombe vient de terminer, il vient de pacifier le pays là-bas, vous êtes en pleine élection, et tu le révoques. Mais alors, dans ce cas, laisse-le partir. Au lieu de le retenir à Kinshasa, laissez-le partir. C'est ainsi qu'on va négocier. On va payer à qui c'est, à Mongolo Diaka et Kamitatu, parce que ce sont les deux que Mobutu a envoyés pour voir, allez-y là-bas, que ce monsieur vous donne ne serait-ce que ses chèques en blanc là, en Europe et tout. Et puis voilà, on va voir ce qu'on peut faire. Et ils ont été négociés, et cela a été négocié là-bas, dans cette maison-là. Avant, et par la suite, avant qu'on le relâche, et il a pris un bateau ici. Pour Brazzaville. Alors, quand il est revenu. Non, quand il arrive à Brazzaville, là il rentre, il part, là nous sommes en 1965, il rentre en Espagne. Et il est en Espagne en 1965, 66, 67, 66 d'abord. Il s'organise, il se dit, bon, écoute, je vais rentrer, parce qu'aussi Mobutu lui fait un télégramme pour lui dire, écoute... Tu peux rentrer. Non, il dit, laisse-moi terminer avec le désordre qu'il y a ici, Kasavubu et les autres, mais après, voilà, je vais te faire venir. Toi, tu dois venir absolument. C'est comme ça que Mobutu l'a eu. Il y a l'espoir de rentrer chez lui finalement. Tout à fait. Et Tshombe part en Espagne, en attendant, et puis il comprend. Et les gens lui font comprendre, les gens des services secrets, ils lui font comprendre. Ils disent non, mais attends, là, c'est fini. Plus jamais. Oui, mais entre-temps, il s'organise avec Jean Scram, qui était resté à Bukavu, et Bob Denard. Jean Scram, qui était resté, au Maniema, et Bob Denard à Bukavu. Alors, dans quelles circonstances est-il mort? Alors. Et en quelle année? Il est mort en 1969, le 29 juin 1969. 4 ans après son exil. Oui. Il a fait 2 ans. Il est mort un peu jeune. Il est jeune. Il est mort à 50 ans. 50 ans, c'est pas... Non. Il n'est pas assez grandi. 50 ans. Il est mort à 50 ans. C'est même pour la vigueur. Bien sûr, 50 ans. Il avait 50 ans, donc... Si moi je suis déjà au-delà de 50 ans. Il avait encore à donner. Vous dites? Mais il avait beaucoup à donner, beaucoup. Il paraît qu'on l'avait empoisonné. Bon, écoutez, moi je ne suis pas dans les supputations. De quoi est-il mort? Je sais qu'il est mort d'une crise cardiaque. Il est mort avec son livre sur sa poitrine, et on l'a trouvé mort comme ça. Dans son lit à Alger. Il est mort à Alger. Il a été détenu par Boumedienne. En fait, c'était quand les gens ont compris, Mobutu ont compris que non, mais écoutez, l'homme qui peut encore venir reprendre le pouvoir ici et qui peut être écouté ici au Congo, c'était Tshombe. Alors Mobutu, avec la CIA, ils ont commencé maintenant à jouer. C'est ainsi qu'ils ont inventé un homme d'affaires. En fait, qui n'était pas un homme d'affaires. C'était un repris de justice.
comment il s'appelait, Bodina. C'était un repris de justice française, mais ils ont... Enfin, on l'a présenté à Tchombe comme étant un homme d'affaires très prospère, et il a dit à Tchombe que le domaine de Pamela, c'est un domaine qui appartient maintenant au roi Juan Carlos en Espagne. C'est un grand domaine. Et dans le monsieur, ici jusque... Donc vous avez des soupçons qu'il c'était pas une mort naturelle, ou la mort du... Oui, bien sûr. Vous avez des soupçons? Bien sûr, mais qu'on ne va pas tout étaler sur le plateau comme ça. Bien sûr. Et il y a des soupçons quand même des autorités de l'époque. Tout à fait. Les présumés et les autres coupables, on les connaît aussi, ils sont connus. On n'avait jamais réclamé une enquête. Certains sont vivants, d'autres sont morts. Une enquête pour établir la vérité jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas encore fait. Nous avons déjà pris des contacts il y a 10-15 ans, je crois. Bon, les choses, vous savez, quand vous entrez en pareille discussion, c'est toujours des petits tiraillements de gauche à droite. Mais je crois que le moment venu, cela sera fait. Mais de ces enfants, personne n'a voulu faire la politique comme lui? Si, mais il y a sa fille, Isabelle Tchombe, justement, qui est ambassadrice de la RDC en dehors d'Isabelle, en France. En dehors d'Isabelle. Et d'ailleurs, elle est aussi, c'est elle aussi qui est l'ambassadrice de la RDC vis-à-vis de la principauté de Monaco. En dehors d'Isabelle, la dynastie Tchombe, oui. Qu'est-ce qu'il en reste? Eh bien, nous sommes là. Moi, je suis là, je suis avocat à la cour d'appel de Lubumbashi. Et je suis un avocat d'affaires. Je vis ici à Kinshasa présentement. J'ai des frères. Il y en a un qui était directeur ici. Il s'est occupé de la conservation de la nature. Il est resté directeur ici pendant 15 ans. Qui sont devenus le commerce de votre le commerce, grand-père? Celui-là, il est quand même tombé. Okay. Parce que de tous les petits-fils de Joseph Kapen Tchombe, le grand-père, c'est-à-dire le père de Moïse Tchombe, personne n'exerce le commerce. Il n'y en a même pas un seul. Donc nous sommes, pour la plupart, tous... dans l'administration. L'autre avocat. Alors un mot à toutes ces personnes, toute cette génération. Que peut inspirer Moïse Tchombe aujourd'hui, à tous ces jeunes qui n'ont pas... En tout cas, je voudrais dire aux jeunes aujourd'hui que Moïse Tchombe, je ne vois pas un pareil politicien à ce jour qui peut être conciliant comme ce monsieur-là. Vous venez d'une sécession où vous avez le privilège de devenir, c'est ce que vous êtes, mais vous acceptez au nom de l'intérêt général de revenir ici au Congo et à Kinshasa comme Premier ministre pour les Congolais. Donc vous mettez de côté vos sentiments, vos égos, vous mettez de côté, mais vous venez pour l'intérêt général. Et ça, c'est quelque chose de très important, de quelque chose de très significatif dans la vie d'un politicien, d'un homme d'État, d'un véritable homme d'État. La conciliation. La conciliation. Savoir mettre de côté ses égos pour l'intérêt général. C'est quelque chose de très important. Est-ce qu'il a des héritiers idéologiques? Moi-même qui vous parle, je suis son héritier. Je vous dis que je suis en train de lancer, je crois qu'il y aura la sortie officielle au mois d'août, le RS. RS, c'est la République solidaire. Très bien. Maître Georges Tchombe, on est à la fin de l'émission et vous allez quand même faire une lecture de l'actualité, l'agression du Rwanda.
Ça vous dit, ça vous rappelle, nous avons atteint un niveau de décroissance quand même assez fort pour que les petits États comme le Rwanda puissent nous attaquer au vu aussi de tout le monde. Ça ne pouvait pas se faire avant certaines périodes. Tout à fait. Vous savez, le fer, il faut le battre quand il est chaud. Le fer, on ne le bat pas quand il a refroidi. Vous allez taper, 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 vous ne lui donnerez aucune forme. Mais celui qui vous regarde de l'extérieur, il vous voit en train de taper, taper, il vous dit « Ah, mais ce monsieur a la volonté, hein ?» Oui, tu as la volonté, mais pour ne rien faire après. Tu tapes, mais tu ne donnes plus de forme, parce que tout s'est refroidi. La première erreur que la République a commise, je ne voudrais pas ici, si vous voulez, stigmatiser ou alors accuser des personnes, je parle ici de la République. La première erreur que la République a commise, c'était celle d'avoir accepté, et cela à l'époque de M. Mobutu, d'avoir accepté les Hutus rwandais comme réfugiés au Congo. Et les FDLR. Les FDLR. C'était la première erreur. Et ça, c'est le fruit d'un sentiment et le fruit des émotions. Les sentiments et les émotions sont subjectifs, généralement. Il faut toujours ramener les choses à la rationalité. Quand vous laissez venir un soi-disant réfugié qui vient avec une arme sur votre territoire, je ne pense plus qu'il est réfugié. Ça, c'était la première erreur. La deuxième erreur, c'est avec Mouzé. C'est avec Mouzé, quand il accepte que les Hutus restent encore un peu, ne serait-ce qu'un peu, pour l'aider à venir, déloger Mobutu. Oui, l'aider dans la conquête du pouvoir, c'est un problème. Ce sont des questions qui devaient être réglées déjà en son temps. Et la troisième erreur, c'est avec Joseph Kabila. Qu'a-t-il fait? Quand lui accepte de brasser tout ce monde-là, au sein de l'armée, on prend tous ces Rwandais, Tutsis, tout ce monde-là, on les met dans l'armée, on leur donne des postes de commandement. Ce sont aujourd'hui des généraux, des colonels. Eh bien, automatiquement, tout devient compliqué. Donc on ne sait pas. Parce que la taupe, elle est là. Elle est à l'intérieur. C'est-à-dire, nous payons de nos 3 erreurs successives que nous avons commises. Il fallait attaquer. Et cela, avec beaucoup de célérité, il fallait attaquer la cause déjà au début. Il fallait faire partir ces Hutus. Sans condition, avec le HCR, il fallait trouver les voies et moyens pour les faire partir. Aujourd'hui, certains se réclament congolais, parce que certains sont nés ici, d'autres sont maintenant... Ils sont maintenant des jeunes très avancés. Ils parlent les langues congolaises. Ils ont épousé nos sœurs. Nos sœurs, et ils se sont intégrés au sein de la société congolaise. Voilà. C'est pas facile de les faire partir facilement. Oui, ça c'est une branche civile, ok? C'est une branche civile qui peut trouver, si vous voulez, sur le plan administratif, une solution. Mais sur le plan armé, c'est ce que je suis en train de dire, sur le plan armé, il va falloir absolument, maintenant, il y a des... Moi, je propose au gouvernement en place, au président Félix Tshisekedi qui m'entend, qu'on commence d'abord par réorganiser cette armée. Là, maintenant, qu'elle soit réorganisée. Qu'on lui dote les moyens qu'il faut et qu'on fasse tout pour, si possible, ériger un mur entre le Rwanda et le Congo. Et attaquer
attaquer le Rwanda, déclarer la guerre au Rwanda. Je ne pense pas que ce soit une option à prendre pour l'instant. Vous savez, il faut éviter les réactions épidermiques là. Elles sont très dangereuses. Il faut toujours étudier la question. Et la question, il faut l'étudier à son origine. Dès que vous l'avez étudié à son origine, c'est fini, vous avez les solutions qu'il faut. Merci beaucoup, Maître Georges Tchombe, d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Vous avez brossé le sujet, nous avons brossé le sujet lié à M. Moïse Tchombe, qui est votre oncle. On a parlé brièvement de l'actualité de l'heure sur le plan sécuritaire. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie aussi de m'avoir invité. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce numéro spécial d'Entre les lignes. Nous vous disons merci, au revoir et à la prochaine pour le même plaisir.